Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Pauline Alcro, donc je travaille pour le réseau des parcs naturels régionaux de Provence à Côte d'Azur. Et donc, je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui pour notre première session de notre cycle de webinaire. Les pauses d'âge des parcs, parlons comme les bons outils pour communiquer durable et efficace. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Facebook et Instagram, comment publier, quand et pour qui. Et donc, on sera ensemble jusqu'à 14h30. Alors, il y a des interférences. Je suis désolée, je coupe les micros. Voilà. Donc, ces webinaires, c'est une action qui est proposée par le réseau des 9 parcs naturels régionaux de la région Sud. Donc, les 9 parcs que vous pouvez voir qui sont matérialisés en vert sur la carte. Et c'est une action qui est financée par la région Provence-Côte d'Azur. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur montée en compétences et de leur permettre de structurer, d'améliorer et de professionnaliser leur communication digitale. Ce webinaire, il est animé par Juliette Tomasetti, voilà, que vous voyez, et qui représente l'agence We Used to Be Friends. Et donc, qui va être avec nous pour les 6 dates de webinaire qui concernent 4 thématiques. Aujourd'hui, on a Facebook et Instagram, comment publier, quand et pour qui. Flyer, affiche, support, les règles d'une mise en page efficace. Montage vidéo, valoriser son activité en toute simplicité. Et newsletter, fidéliser sa clientèle. Alors, je vais vous présenter quelques règles du jeu pour un webinaire convivial. Je vous invite à garder votre caméra allumée tant que possible. C'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir les caméras allumées plutôt que de parler à des écrans noirs. Voilà, j'ai compris qu'il y en avait qui n'avaient pas de caméra, donc pas de problème. Merci également de couper votre micro. On a également la main, donc on n'hésitera pas aussi à couper les micros s'il y a trop de nuisances sonores. Vous pouvez également intervenir via le chat pour poser vos questions. On va proposer des sessions de questions-réponses après chaque chapitre. Ce webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez visionner le replay du webinaire et il y aura également un tuto qui sera envoyé pour vous permettre de retrouver tous les éléments qui seront expliqués dans ce webinaire. Voilà. Et je vous souhaite un très bon webinaire, un bon visionnage. Et puis, je laisse la parole à Juliette qui va se présenter et qui va nous animer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, Gwenaëlle. Bonjour à tous, toutes. Avant de me présenter, je vais juste parcourir très rapidement le programme de l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Je vais commencer par reposer un petit peu les bases de la communication numérique et des réseaux sociaux, de manière à pouvoir introduire un petit peu le sujet. On traitera rapidement une thématique quand même qui n'est pas annoncée dans le titre, mais qui me paraît hyper utile vu vos domaines d'activité. C'est comment créer et alimenter une fiche Google qui, vous le verrez, quand même le premier point d'entrée de notre sujet. Ensuite, on traitera un petit peu de Facebook, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y raconte, quelles sont les options qu'on va avoir à disposition dessus. Pareil pour Instagram, où on traitera la question des publications évidemment, mais on viendra aussi sur les stories, les réels, les carousels, etc. Comprendre un peu cet écosystème et puis définir les choses parce que parfois on en entend beaucoup parler sans trop savoir ce que c'est. Donc l'idée, c'est quand même aussi de reprendre ces éléments-là. J'aborderai aussi la question de la modération qui, peut-être pour ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux, ont eu à traiter ce sujet. La modération, c'est comment on répond aux commentaires, aux sollicitations, dans quel délai, etc. sur les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un truc hyper important aujourd'hui d'être réactif, de répondre même aux mauvais commentaires. Et enfin, je bouclerai cette session sur une toute petite introduction sur la publicité, donc là des options payantes des plateformes, mais qui parfois peuvent faire levier sur certains sujets. Alors, pour me présenter ou présenter l'équipe, donc je suis Juliette, je travaille dans une agence qui s'appelle We Used to Be Friends, pour faire simple et court, et on est spécialisé dans la communication.
numérique, voilà, notamment sur les réseaux sociaux et le développement de sites internet. Et on travaille entre autres à la communication digitale du parc des Baronnies provençales et de Chemin des Parcs, que vous connaissez peut-être, où on anime voilà, les réseaux sociaux de ces institutions. Comme l'a dit Gwenaëlle, je vais un petit peu dérouler le programme. Je vais pas mal parler, mais je m'arrêterai à chaque fin de grands sujets que j'ai évoqués en introduction, de façon à ce qu'on puisse échanger, que je puisse répondre à vos questions au fur et à mesure. Je m'entends un petit peu en écho. Je ne sais pas si... Oui, on confirme, oui. Il y a un peu d'écho quand tu parles, effectivement. Alors, peut-être que je m'entends chez quelqu'un. Non, tout le monde a les micros coupés. J'ai vérifié, tous les micros sont coupés. Bon. Alors, je vais essayer de me reculer à peine. Ça ira peut-être mieux. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Bon. Oui. Alors, c'est parti. En guise d'introduction, voilà, je vais redéfinir un petit peu ce qu'est le marketing digital et en tout cas comment ça fonctionne. Alors, je vous l'annonce tout de suite, c'est une introduction un petit peu plombante. Hein. On arrive dans 1984. Aujourd'hui, on est plutôt traqué partout. Voilà. Dès lors qu'on a une connexion Internet, un téléphone, un ordinateur ou que sais-je, on est suivi. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle traqué. On est suivi, on a un historique de navigation Internet qu'on va retrouver, mais qui va permettre d'alimenter les réseaux sociaux et notamment l'algorithme, j'y reviendrai. Le GPS qu'on va utiliser, ça peut être des applications sur le téléphone type Waze, Plan ou autre. Dès lors qu'on demande un service à une application, finalement, on lui donne plein de données. Et ça permet ensuite à des professionnels qui ont des besoins en promotion d'utiliser ces données. Dans l'idée, on entend quand même beaucoup parler des données personnelles, des data, etc. On a l'impression que c'est quelque chose d'hyper nébuleux, voilà, qui est géré, je ne sais pas, à San Francisco ou autre, et auquel on n'a pas accès. La bonne nouvelle, c'est que si, quand même, en tant qu'annonceur ou en tant que professionnel, c'est des données qui sont exploitables, mais c'est surtout, ce sont surtout des données en fait, qui vont alimenter ce que nous, à titre personnel, je dis nous, c'est moi, c'est vous, c'est n'importe qui, on va voir sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que chacun, chacune, sur les réseaux sociaux qu'on va utiliser à titre personnel, on voit ce qui nous plaît. Alors, je mets plein de guillemets, hein, il y a forcément des choses où on va être outré, d'autres qui vont moins nous plaire, etc. Mais on est tous catégorisés. En fait, on est comme des petits personnages types. Et le réseau social, quel qu'il soit, son objectif, c'est qu'on reste collé au téléphone ou à l'ordinateur un maximum de temps. Ça, on le sait, j'enfonce des portes ouvertes. Mais ce qui fait que voilà, le réseau va nous montrer des choses qui nous plaisent. Et dans les critères qui vont permettre au réseau de définir ce qui nous plaît ou pas, il y a la question de la proximité géographique aussi. Le réseau estime que ce qui se passe pas loin de chez nous, voilà, déjà, peut avoir un intérêt. Et va aller dans ce sens. Pareil sur les centres d'intérêt, si, je ne sais pas, je suis fan de rando, donc je suis des comptes de gens qui font de la rando, je vais interagir avec certains contenus, je vais être classée dans cette catégorie et la plateforme va montrer des contenus sur ces thématiques. Je n'ai pas forcément besoin, moi, d'annoncer sur mon profil « Je suis Juliette, j'adore de la rando » et de poster plein de photos de mes randos pour être catégorisée ainsi. C'est également la façon dont moi je vais me comporter avec des contenus voilà, pour être catégorisé randonnée. C'est-à-dire que même si juste je regarde une vidéo, je ne mets pas de j'aime, je ne mets pas de commentaires ou autre, la plateforme considère que j'aime bien ce contenu parce que je suis restée un petit moment dessus. Ce qui, normalement, là, doit faire sauter un petit peu tous les préjugés qu'on peut avoir sur les réseaux. Si on se dit, moi j'ai un pseudo, je m'appelle Madame A, voilà. Je n'ai pas une photo de profil avec ma tête dessus, etc. La plateforme s'en fiche, elle sait quand même que mon numéro, on va dire, mon identifiant de connexion, voilà, aime telle thématique. Donc, la question de l'anonymat est complètement décorrélée de ce que je vais vous raconter. Tous les outils qu'on utilise, là, sur le support, vous avez une capture d'écran avec la ville de Bordeaux et un petit trajet. Pour vous donner une idée, ça, c'est Gmail. Vous savez, l'application de mail qu'on utilise pour envoyer des mails. En fait, basiquement, hein, la plateforme est configurée pour nous traquer, aussi pour savoir où on est.
Gmail, c'est Google, c'est YouTube, les recherches Google, votre Google Drive, votre fiche Google, etc. Donc, vous mesurez la quantité d'informations que Google a sur vous. On a la même chose avec Meta aujourd'hui. Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp aussi. Donc, si vous cumulez tout ce qu'on raconte sur ces 3 plateformes, on va dire que Mark Zuckerberg le connaît plutôt bien. Tout ça, ouais. Donc, ça, c'est un petit peu flippant, entre guillemets, à titre personnel, mais à titre promotionnel, en tout cas, voilà, ça permet de pouvoir s'adresser à des profils qui, a priori, sont plutôt intéressés par ce qu'on va raconter. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, vous, en tant que personne ayant besoin de faire de la promotion sur les réseaux, c'est que l'algorithme, c'est finalement l'outil, c'est ce qui manage les réseaux sociaux, c'est ce qui fait qu'il y a peut-être une personne A qui va voir plutôt des photos de chatons et une personne B qui va plutôt voir des photos de fleurs. Voilà. Son objectif, c'est que les gens restent collés sur la plateforme un maximum de temps, puisque plus vous êtes sur la plateforme, plus vous êtes une cible publicitaire. Vous savez, si je fais le parallèle avec il y a une trentaine d'années, on disait, voilà, les gens qui sont devant la télé ont du temps de cerveau disponible et c'est ça qu'on achète. Malheureusement, c'est la même chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, cet algorithme, il récupère tous nos usages sur les réseaux. Malheureusement, il écoute aussi ce qu'on raconte à l'oral. Donc, souvent, on a la question, est-ce que mon téléphone m'écoute ? La réponse, c'est oui. Alors, ce n'est pas le stagiaire Facebook et Instagram qui a son casque et qui écoute toute la journée tout ce qui se dit sur tous les téléphones. C'est pareil, c'est des IA qui enregistrent certains mots-clés qui permettent ensuite de nous catégoriser. Donc, et à partir de là, il y a une projection aussi des suppositions de contenus qui pourraient nous plaire, qui sont proposés. C'est ce qu'on voit apparaître sur les réseaux. Et enfin, ce qui va aussi alimenter cet algorithme, c'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, c'est les clics sur une publication, les j'aime, les commentaires, les partages, toutes les interactions qu'il va y avoir qui, ça, permettent aux plateformes de donner une note à ce qu'on raconte. Et si on a une bonne note, la plateforme va dire, tiens, ça génère de l'intérêt, donc je vais montrer plus de choses comme ça à l'audience, voilà, à la cible, de façon à montrer des choses qui intéressent les gens. Voilà un petit peu le sujet dans lequel on va essayer de naviguer. Donc, encore une fois, à titre personnel, parfois c'est même plutôt alarmant, où on se dit, oulala, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont en la possession de l'Internet. Mais à titre promotionnel, il y a un vrai enjeu. Alors, le premier point d'entrée, pour vous, sur Internet, c'est la fiche Google. C'est un élément assez basique qui fait que quand on tape une recherche dans la barre Google, donc qui est un moteur de recherche, évidemment, il y en existe plein d'autres, plus ou moins, disons, plus éthiques que Google, mais en tout cas, celui-ci étant le plus utilisé, c'est l'exemple que je vais donner. Donc, quand on tape une recherche dans Google, on va avoir des résultats qui vont sortir, et c'est là, voilà, que vous entrez en scène. Google, sur le même principe, va plutôt mettre en avant des contenus pertinents par rapport à la demande de l'utilisateur. Et un des premiers critères qui va être pris en compte, c'est de nouveau la localisation. Si moi, je tape restaurant, je suis dans l'Est de la France, si je tape restaurant, je vais plutôt avoir des restaurants autour de chez moi qui vont apparaître. Et comment ces résultats remontent ? Via les mots qu'on va utiliser et via la fiche Google qu'on aura saisie. Voilà, c'est ce que j'explique là. Quand un client a boulangerie ou coiffeur, peu importe, Google affiche en priorité les commerces qui possèdent déjà, alors je dis commerce, mais ça peut être association, structure, peu importe quoi, qui possèdent déjà une fiche d'établissement. Une fiche d'établissement, c'est la fiche Google, c'est ça, c'est ce qui est remonté pour les baronnies. Et ça apparaît à droite de votre écran sur l'ordinateur. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir le GPS qui s'active pour y aller, de laisser des avis, etc., de le lier avec des applications tierces. Là, on voit sur l'exemple Booking.com, TripAdvisor et ainsi de suite, et vos réseaux sociaux. Il y a un vrai enjeu là-dessus, puisque ça vous permet d'être référencé déjà, de ressortir plus facilement sur Google. Donc, pour créer sa fiche, il faut avoir une adresse Gmail, globalement une adresse Google, et ensuite vous allez pouvoir
saisir des informations, alors somme toute assez basiques, hein, un nom d'entreprise, des horaires d'ouverture, un numéro de téléphone, etc. Des horaires, là il y a un vrai enjeu là-dessus, à garder ces horaires à jour, les jours fériés, etc. Donc de l'alimenter correctement pour éviter que l'internaute se méprenne. Des photos, ça souvent on ne l'a pas en tête, mais il faut l'alimenter régulièrement, cette fiche Google. Donc ça peut être, voilà, tous les 2-3 mois, vous mettez à jour avec une nouvelle photo ou autre. Il y a vraiment un côté régularité, bon élève à suivre voilà, sur Internet. Vous allez pouvoir décrire votre activité, votre entreprise, votre asso ou autre dans la fiche Google. Et là, ayez une attention particulière sur les mots que vous allez utiliser. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier avec le principe du référencement. Peut-être que si vous avez eu un site internet à construire un jour, on vous dit qu'il faut faire attention aux mots que vous utilisez. Et en fait, quels sont les mots qui définissent votre activité. Donc, il y a des questions de localisation. C'est important que le mot, en tout cas le nom de la commune dans laquelle vous êtes apparaisse, la typologie de votre activité, est-ce que je suis producteur, maraîcher, restaurateur ou que sais-je. Donc ça, c'est des mots qui doivent apparaître pour permettre à Google, en fait, d'aller piocher ces infos et de les faire apparaître dans les recherches. Donc, la difficulté sur la fiche Google, hein, c'est qu'on a entre 300 et 500 caractères. Ça fait une phrase et demie, hein, voilà. Donc, il faut être plutôt pertinent et c'est là où, alors je ne sais pas si vous utilisez un petit peu, enfin, soit on peut le faire tout seul, hein, et souvent on le fait très bien, mais vous avez plein d'outils d'IA aujourd'hui qui, à partir d'un gros bloc de texte, en tout cas, vont pouvoir vous aider à synthétiser avec cette question des mots-clés. Vous allez pouvoir présenter des produits, des services. Donc, vous avez des catégories hein, dans la fiche Google qui vous permettent de présenter des choses, mettre à jour un menu, voilà, des produits à vendre ou autre. Et également, on va avoir la possibilité, comme sur n'importe quel réseau social, de faire des posts. Et donc, ces posts, ça peut être une actualité. Je ne sais pas, vous êtes restaurateur, vous avez fait un menu Saint-Valentin ce week-end. Il est possible de faire un post dans votre fiche Google, ce qui fait que quand les gens vont tomber sur votre fiche, c'est l'info principale qu'ils vont voir apparaître voilà, sur un temps donné. Et évidemment, cette fiche Google, c'est là que parfois on sollicite des avis clients aussi. Et évidemment, les fiches ayant on va dire, un bon nombre d'avis clients, d'autant plus positifs, sont plus mis en avant par Google que les autres. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand même. Ça fait partie des choses à avoir. Et donc, cette fiche Google, quand on tape votre nom dans Google, c'est la première chose qui ressort. Et ensuite, on va avoir le lien vers les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça fait partie voilà, des points d'entrée hyper importants. Est-ce que vous avez des questions sur cette grosse intro? Il n'y a pas de questions dans le chat, en tout cas. Bon, alors j'enchaîne. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc à savoir Facebook et Instagram. Alors, je vous ai mis, je ne sais pas si c'est très lisible, mais en tout cas quelques chiffres qu'on ne va pas détailler pendant des heures, hein, ce n'est pas l'objet. Mais chaque année, il y a une étude mondiale qui sort, il y a une étude mondiale qui sort sur l'usage des réseaux sociaux. Donc là, j'ai sorti simplement les chiffres France de 2025. L'idée, c'est de prouver, entre guillemets, que Facebook n'est pas du tout mort. Voilà. On entend beaucoup Facebook, c'est devenu un truc de vieux, on s'en sert plus, tout le monde s'en va, etc., de ce réseau. En fait, il se trouve que c'est quand même de loin le réseau le plus utilisé encore aujourd'hui en France. Donc, avant qu'il soit mort et enterré, il reste un petit peu de temps. On entend beaucoup que c'est un réseau qui est déserté. Pourquoi? Parce que les plus jeunes l'utilisent moins, simplement. Et donc, la marge de progression du réseau est moins importante que de nouveaux réseaux qui apparaissent. Mais ça reste, notamment dans nos domaines d'activité, un réseau hyper important. Ensuite, on a WhatsApp. Vous verrez que c'est de plus en plus considéré aujourd'hui comme un réseau social parce qu'il y a aussi des possibilités de promotion. Nous, on a l'habitude de l'utiliser à titre perso comme un chat interpersonnel, quoi, avec notre sphère privée. Mais vous avez des options aujourd'hui qui vous permettent de communiquer via WhatsApp auprès d'un réseau de clients, etc. Et ensuite, on retrouve Instagram. Et donc, dans les réseaux favoris aussi déclarés, on a de nouveau Facebook en numéro 1 et Instagram en numéro 2.
Donc, même s'il y a un essor indéniable de TikTok, de Snapchat depuis quelques années, etc., les deux plateformes principales aujourd'hui en France restent Facebook et Instagram, quoi, en nombre d'utilisateurs et en réseau préféré. Je vous ai mis là, je le retransférerai si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et que voilà, vous voulez plus d'infos. Là, il y a la source de cette étude, en tout cas, et qui, ça doit faire comme 500 pages. Bon, lecture du soir, c'est pas mal. Alors, sur les réseaux sociaux, la première chose à avoir en tête, quelle que soit la plateforme qu'on va investir, c'est qu'il y a une ligne éditoriale à mettre en place. Vous avez peut-être dans vos activités aujourd'hui une charte graphique, par exemple. Ce qu'on appelle une charte graphique, vous savez, c'est un logo, des jeux de police, de couleurs, etc., qui vont asseoir votre image et votre identité. Et bien finalement, à l'écrit, c'est la même chose. Voilà, sur les réseaux sociaux, on va chercher à définir qu'est-ce qu'on va raconter, à qui, et puis s'y tenir, essayer de garder une cohérence. En fonction des plateformes sur lesquelles on va intervenir, il convient, alors souvent ça fait un peu peur quand je dis ça, d'avoir quasiment une ligne éditoriale par réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les usages sur Instagram et sur Facebook ne sont pas les mêmes. Instagram est un réseau où on est plutôt sur de l'image, de la belle photo, etc. Là où sur Facebook, on est sur un usage qui va plutôt être informationnel. On va dire qu'il y aura plus d'infos pratiques, par exemple, sur Facebook. Donc, à partir de là, un même message, une même info, elle ne va pas être diffusée de la même manière. C'est mon exemple avec les frites, là. Ça m'a fait sourire. Les réseaux sociaux expliquaient que les frites. Sur Facebook, on va dire « j'adore manger des frites maison ». Et vous? Et sur Instagram, ce sera plutôt les plus belles et croustillantes frites. Voilà. L'info est la même, mais on va la présenter d'un angle différent. Donc moi, je vous invite, si vous voulez vous lancer ou relancer vos réseaux sociaux ou les parfaire, c'est de vous poser la question déjà de qu'est-ce que je veux dire, voir qu'est-ce que je ne veux pas dire, ou vers quoi je veux aller ou pas. En tout cas. Est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce que ce système de mots-clés dont je vous parlais pour les sites internet ou pour Google, on le retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux aussi? C'est que les mots que vous allez utiliser sont importants. Est-ce qu'il y a un ton particulier que vous allez choisir de développer? L'humour, quelque chose de très sérieux, très documenté. Ouais. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Les hashtags, je vais y revenir sur ces hashtags sur le signe dièse. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques hashtags hyper importants qu'il faut utiliser régulièrement? Et de la même façon, est-ce que vous allez, dans les images que vous allez diffuser, avoir un traitement particulier, des couleurs spécifiques ou pas? Et les emojis, les émoticônes, vous savez, c'est les petits bonhommes qui sourient, les pouces, etc. Ça, c'est pareil. Je vous conseille de lister ce qui est utilisable chez vous ou pas. Pour vous donner un exemple, alors, c'est tout petit, mais c'est pas très grave. Là, vous avez un planning, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est des plannings mensuels. Donc, on utilise quand on gère des réseaux sociaux. Déjà pour démystifier un peu, parce qu'on a tous plein de trucs à faire, et souvent la gestion des réseaux sociaux, c'est la dernière roue du carrosse, celle où on se dit j'ai pas le temps, etc. Nous, on essaye d'anticiper au mois en se disant, allez, je me fixe un objectif là de 3 publications hebdomadaires, ce qui est déjà un bon rythme. Voilà. Et on identifie à l'avance les thématiques récurrentes qu'on va utiliser. Par exemple, je pense, tous les mois, je vais faire 2 présentations d'un produit, où je vais présenter un collaborateur, où je vais présenter un événement, etc. Ça nous donne déjà une trame, à suivre, en tout cas, et ça nous permet d'anticiper certaines choses, parce qu'on a des publications qu'on va considérer comme ce qu'on appelle des publications froides. C'est des posts qui ne sont pas liés à une actualité, qu'on va pouvoir mettre un petit peu n'importe quand, j'ai envie de dire. Donc ça, on peut les anticiper à long terme. Les posts chauds, c'est plus délicat, c'est lié à une actualité, mais du coup, on n'a plus que ça à faire sur les réseaux sociaux. Donc, certains appellent ça des piliers de communication, c'est de se dire quels sont les thèmes récurrents qu'on va utiliser. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise tout le temps. Donc je vous l'accorde, ce boulot, on fait ça toute la journée, mais ça peut permettre d'avoir une petite vision aussi et d'anticiper. Alors, si je rentre dans le vif du sujet sur Facebook. Il y avait une petite question sur le rythme conseillé de publication, mais on y viendra. Voilà. Je l'ai vu, mais il est différent selon Facebook et Instagram. Ouais.
vais l'aborder là. Je vais l'aborder là. Alors, je vais l'aborder tout de suite. Vous allez trouver plein d'infos partout sur Internet, déjà qui vous disent il faut poster le mardi à 17h04, sinon c'est un désastre et autres. C'est plus vrai en 2026. Voilà. Les algorithmes ne vous montrent plus que des infos du jour ou de l'heure qui vient de passer. Il n'est pas rare qu'on voit remonter des choses qui ont 3, 4 jours, voire une semaine, selon les plateformes. Donc la question du jour et de l'heure sur Facebook et Instagram, elle n'est plus aussi vitale qu'il y a quelques années. La question de la fréquence. Sur Facebook, aujourd'hui, on dit qu'il faut, sur une page Facebook, Facebook communique sur 2 publications hebdomadaires minimum. Mais j'ai envie de vous dire, le bon rythme, c'est celui que vous êtes capable de tenir. En fait. Que sur la question de l'algorithme, un des principaux critères qui fait que Facebook va vous mettre une bonne note, c'est est-ce que vous êtes un bon élève ou pas. Et pour être un bon élève, il faut travailler tout le temps et bien. C'est la question de la régularité sur le long terme qui est important. Parce que je pourrais vous dire, il faut en mettre 5 par semaine, vous êtes sûr que vous allez toucher plein de monde, mais déjà, est-ce que vous avez le temps de faire 5 posts par semaine? Est-ce que vous avez de quoi les illustrer, ces 5 posts par semaine, avec des photos propres, etc. Le temps de répondre aux commentaires que ça génère, et ainsi de suite. Et est-ce que c'est un rythme, un marathon, quoi? Est-ce que vous pouvez le tenir à terme? Mieux vaut vous dire, je fais une publication par semaine, ça c'est le minimum. Une publication par semaine, et je suis capable de le tenir toute l'année. Voilà. Mieux vaut faire ça, de partir bille en tête et de se dire, je vais en faire 3, 4 chaque semaine, et puis dans 15 jours, j'ai lâché. Donc, en tout cas, Facebook, on est sur quasiment 70% de la population française qui, majeure en tout cas, qui a un accès avec un tout petit peu plus de femmes. Voilà. C'est une audience très large avec une forte présence au-delà de 30 ans, globalement, donc plutôt des cibles dans votre cas. Et on a de plus en plus de jeunes, on va dire, qui utilisent cette plateforme, alors moins régulièrement, mais qui ont quand même un accès. C'est un usage sur Facebook qui est plutôt orienté ce qu'on appelle réseau social classique, donc où on va utiliser des principes de recommandation, de partage d'expérience et donner des infos. Voilà. L'audience est multigénérationnelle, on va pouvoir tant toucher des couples adultes, des familles, des actifs, des seniors. Donc là, il faut y aller, c'est vraiment un réseau incontournable. Et on a aussi une particularité dans Facebook qui peut être très utile, c'est celle des groupes. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de la plateforme, mais il y a ce que vous allez raconter. Et il existe plein de groupes Facebook, les randos en région PACA, les bons plans bio du coin ou autres, qui sont des groupes alimentés par des individus, souvent, mais dans lesquels vous pouvez de temps en temps intervenir aussi pour proposer des choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur des audiences, en tout cas des groupes de personnes qui ont un intérêt, on va dire, pour ce que vous racontez. Sur Facebook, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 2 points d'accès. À titre personnel, moi, Juliette, j'ai un profil Facebook. C'est lié à moi, Juliette Tomasetti. Je raconte ma vie dessus, je parle avec mes copains, mes parents, ma famille. C'est mon profil. Et à ce profil est liée une page Facebook. La page, c'est l'entreprise. Ouais. A priori, les 2 ne communiquent pas publiquement. C'est-à-dire que quand moi, je poste un truc sur la page We Used to Be Friends de l'entreprise, personne ne sait que c'est moi, Juliette, qui l'a posté, et personne ne peut revenir sur mon profil à moi. Si vous voulez, votre profil personnel, c'est la clé de l'entreprise. Donc, techniquement, quand vous faites la promotion d'une activité quelle qu'elle soit, vous devez utiliser une page Facebook. Peut-être que certains ou certaines ont déjà été coincés en disant « Tiens, je vais créer un profil pour mon activité pro, avec, je ne sais pas, le prénom et le nom de l'entreprise, quoi. Et à un moment, ça coince, Facebook vous dit « Tiens, est-ce que vous pouvez vérifier votre identité? Donnez-moi une carte d'identité ou autre. » Et là, on est coincé, parce que le nom-prénom ne correspond plus. Donc, le profil doit être réservé à une utilisation personnelle, là où la page, elle est réservée aux entreprises. Voilà, administration, association ou autre. C'est ce qu'on retrouve ici, là, sur la capture d'écran que je vous ai mise. Donc déjà, si vous voulez créer une page, je ne sais pas si vous voyez mon curseur quand je me balade. Si? Okay. Donc là, c'est mon écran d'ordinateur.
En haut, là, le petit truc rouge, c'est ma photo de profil personnelle, Juliette. Et quand je clique dessus, je vais avoir la possibilité là, de créer une page pour l'entreprise. Et une fois que cette page est créée, là, je suis sur un autre onglet. Je suis connectée en tant que Juliette, toujours, mais je vais pouvoir, en recliquant dessus, aller, par exemple, sur l'entreprise. Je dis entreprise, réseau du tourisme durable, patati, patata. Donc ça, c'est lié à mon profil, mais là, je vais communiquer en tant que page. La principale différence entre les deux, c'est que sur votre profil, vous avez des amis, ajoutez des amis. Sur la page, vous avez des gens qui vous suivent. Principal problème, c'est que ces gens qui vous suivent, vous ne pouvez pas les inviter à vous suivre tant qu'ils n'ont pas interagi avec vous. Ce qui nous oblige à déployer d'autres moyens de communication pour faire connaître cette page. Quelles possibilités on a sur Facebook? Pas mal. La première, c'est faire des posts. Donc là, simplement, je vais cliquer sur ma page d'accueil sur que voulez-vous dire. Donc là, je vais pouvoir rédiger un post. Je vais pouvoir avoir plusieurs types de visibilité. Vous voyez, là, il y a marqué « public » en dessous. Ce qui veut dire que n'importe qui peut voir ce que je raconte, ce qui est intéressant à titre promotionnel. Mais souvent, ce qu'on bloque à titre privé. Voilà, on va faire en sorte que seul notre cercle restreint voit les choses. Là, en promotion, n'importe qui peut voir les choses. Donc là, je vais pouvoir rédiger mon texte et ajouter à ma publication une image en cliquant sur le petit pictogramme vert, identifier des gens, par exemple, avec qui dont je parle dans la publication, avec qui je voudrais interagir, faire de la vidéo en direct, par exemple, me localiser. Donc ça, c'est un point hyper important, la petite épingle, le petit icône de localisation. Quand vous faites des publications pour vos structures, localisez-vous. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, l'algorithme met en avant les posts auprès des gens qui sont autour déjà dans un premier temps. Donc ça peut être un vrai point. Et donc, quand je clique sur ces 3 petits points ici, voilà, j'ai plein d'autres possibilités, d'options disponibles sur Facebook, identifier des personnes, recevoir des messages, inviter un collaborateur ou une collaboratrice. Donc ça peut être intéressant dans une dynamique partenariale, c'est que vous allez être 2 structures à communiquer sur la même chose. Imaginons que le réseau des parcs ait fait un post pour annoncer la série de webinaires. Ils auraient pu m'ajouter, moi, en tant que collaboratrice, et on aurait eu un post commun qui annonce les webinaires qu'on propose ensemble. Envoyer des messages WhatsApp, identifier un partenaire commercial, recevoir des appels. Vous avez cette possibilité-là aussi, l'activer. Comment on administre une page? Donc là, quand je suis sur la page, par exemple, du réseau du tourisme durable, je vais avoir la possibilité dans la colonne de gauche, vu que je suis administratrice, de gérer pas mal de choses. Et notamment ce qu'ils appellent le tableau de bord professionnel. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un retour sur ce qu'on a fait, d'aller regarder les statistiques, qui est notre audience. Parce que là, je vous ai donné des stats nationales, quoi. Il y a 52% de femmes et les tranches d'âge. Mais vous, en tant que professionnel, vous avez accès à ces infos. Qui sont les gens qui suivent votre page? Pour avoir, pareil, des tranches d'âge, est-ce que ce sont des hommes, des femmes, et les zones géographiques. Donc ça peut être intéressant d'aller jeter un œil aussi. Dans les statistiques également. Et ici, dans détail, là, ici, il est important aussi que vous saisissiez les infos qui vont permettre aux gens de prendre contact avec vous. Donc un numéro de téléphone, peut-être un site internet, encore une fois une biographie, voilà, une petite ligne de présentation, et le lien avec vos autres réseaux sociaux. Toujours dans cette logique de bon élève, Meta adore qu'on fasse le lien entre ces différents outils, notamment Instagram. Donc, dans ces onglets détails et à propos, là, vous allez pouvoir saisir aussi l'identifiant de votre compte Instagram, voilà, si vous l'avez, ou un site internet ou autre. À avoir en tête également, donc, je vous disais, Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres réseaux plus petits. Ils ne sont pas copains du tout avec YouTube. Voilà, c'est des gros concurrents pour eux. Donc, peut-être que vous avez déjà fait l'expérience, imaginons que vous avez fait une super vidéo de votre activité, elle est disponible sur YouTube et vous décidez de relayer, de publier la vidéo YouTube sur votre page Facebook.
Meta vous punit et limite la visibilité des liens, en gros, qui renvoient à l'extérieur de Facebook. Donc, mieux vaut utiliser le fichier source de cette vidéo, le télécharger dans Meta, plutôt que de mettre un lien YouTube. Voilà. Ça, il faut l'avoir en tête. Tout ce que vous faites sortir de la plateforme, vous perd en visibilité. Comment ça marche quand on poste un truc sur Facebook? Alors, c'est là où c'est un petit peu troublant. Alors, c'est peut-être petit, là, mon affaire, mais je vais vous l'expliquer. Vous postez quelque chose. Ce qu'il faut avoir en tête, déjà, c'est que si vous avez 100 abonnés sur votre page Facebook, vous le postez, il n'y en a déjà que 10 qui voient ce que vous racontez. Il y a 10% des gens qui vous suivent qui, dès le départ, voient ce que vous racontez. Donc, ce qui limite un peu, déjà. Facebook, à partir de là, va analyser ce qu'ils appellent la qualité. Alors, je mets plein de guillemets, la qualité de ce que vous allez raconter. La qualité, c'est quoi? C'est est-ce que c'est bien des choses que vous avez téléchargées sur Facebook? Et est-ce que ce n'est pas un truc qui renvoie à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des gens qui interagissent tout de suite avec vos contenus? Est-ce qu'il y a des j'aime tout de suite, des commentaires, des partages ou autre? Est-ce que vous avez bien coché toutes les cases? Votre photo, elle est bien au format Facebook? Est-ce que vous avez bien dit « je suis localisé à tel endroit », etc. Donc la qualité, finalement, ce n'est pas des questions de fond, c'est vraiment des questions de forme. Voilà. Et la capacité de votre publication à générer de l'interaction. S'il n'y a pas d'interaction immédiate, disons dans les 3 ou 4 heures qui suivent la publication, Facebook se dit « ça n'intéresse personne, voilà. Donc je ne la montre pas à plus de monde ». Il y a une dérive à ça, si vous utilisez Facebook, il y a plein de publications où on vous demande explicitement de commenter, d'identifier quelqu'un en commentaire, de mettre un j'aime ou autre. C'est pour justement passer ce seuil de visibilité. La technique classique, c'est de poser des questions à votre audience, voilà, pour faire en sorte qu'elle réagisse, en tout cas. Si jamais vous avez des interactions, donc là, ce qui explique le petit graphique, si je dois mettre des notes, des points, avoir un j'aime, ça donne 1 point. Avoir un commentaire, ça en donne 6. Un partage de la publication, ça en donne 13. C'est le chiffre, c'est pour avoir un ordre d'idée. Et disons que la qualité de l'interaction qu'il va y avoir est plus ou moins importante. Voilà. Donc on va plutôt chercher du commentaire ou du partage que du j'aime. Voilà. Et ensuite, si on coche ces cases-là, Facebook va continuer de montrer la publication à plus de monde. Ici, donc là c'est en anglais, mais je vais vous l'expliquer. L'engagement sur Facebook. Je vous disais, l'engagement, c'est un peu le Graal sur les réseaux sociaux et c'est la capacité, c'est le rapport entre le nombre de gens qui voient ce qu'on raconte et ceux qui vont cliquer. Donc souvent, c'est là où ça démystifie, ça nous rassure un petit peu. Sur Facebook, en moyenne, le nombre de clics, donc je ne parle pas de j'aime, d'interactions tout confondu avec un post, c'est 0,03%. Ça veut dire que si vous avez 100 abonnés et que vous avez un j'aime sur votre publication, c'est vachement bien. La plateforme est foutue comme ça aujourd'hui. Il limite le nombre d'interactions. Pourquoi? Parce que nous, quand on utilise Facebook, c'est gratuit. C'est super, mais ils sont un paquet à bosser là-bas et il faut les rémunérer. Donc, le levier, c'est quoi? C'est de limiter la visibilité des gens qui font de la promotion pour qu'ils se disent « Ah, j'ai besoin de montrer ce que je fais, j'ai besoin de faire de la pub, j'ai besoin de faire de la com, donc on va payer pour faire de la publicité et donc ça va faire marcher la machine. » Voilà. Problématique qu'on n'a pas à titre personnel. Donc, sur un post class, de manière générale, on est à 0,03% de taux d'engagement et au mieux, sur de la vidéo, on monte à 0,09. Donc, quand on entend partout il faut faire des réels, il faut faire plein de vidéos, c'est ce qui marche le mieux. Ça nous permet de passer de 0,04% sur une photo à 0,09. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Après, effectivement, plus il y a d'interactions, plus on va monter, mais ça, ce sont des moyennes. Voilà. Donc, encore une fois, si vous voyez un j'aime sur votre post Facebook, ce n'est pas qu'il est nul,
C'est normal, la plateforme est foutue comme ça. Si c'est une situation voilà, dans laquelle vous vous êtes déjà retrouvé, quand vous faites un post, vous avez ensuite sur l'ordinateur la possibilité donc, de voir les j'aime, mais juste au-dessus, vous avez un truc qui s'appelle voir les statistiques. Et quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir toute la partie immergée de l'iceberg. Il y a les j'aime, mais vous allez voir aussi tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo, qui ont cliqué sur lire plus, par exemple, qui ont cliqué sur un lien que vous auriez pu mettre. Et donc là, on mesure en général qu'il y a un petit peu plus d'interaction que les simples j'aime. Quelques exemples de publications Facebook, alors qui sont toutes petites, mais on est sur des photos qui sont quand même plutôt visuelles. Et là, une astuce que je peux vous donner, là, si je prends l'exemple du mât de l'Olivier, hop, là, il y a 8 photos qui ont été postées. Alors, ça montre un panel d'images qui est super, mais surtout, ça va inciter les gens à cliquer pour voir toutes les photos. On voit qu'il y en a plusieurs, elles sont petites, certaines sont un petit peu coupées. Et en cliquant, ça génère des points. Voilà. On va avoir aussi des liens cliquables. Là, en l'occurrence, donc ça, c'est pareil, c'est une possibilité supplémentaire de gagner des points. Et j'en ai une ici sur la première. Là, j'ai l'olive enchantée du Verdon. C'est pareil, c'est un lien cliquable. Vous savez, avec le arrobase, vous allez pouvoir identifier quelqu'un et donc, pareil, générer de l'interaction. Et surtout, l'olive enchantée va recevoir une notification qui lui dit « on parle de toi ». Voilà. Donc, ça génère des visites sur le profil et ainsi de suite. Il faut que vous ayez ça en tête. L'idée, c'est d'activer le réseau, vraiment. Ici, sur la possibilité d'une île, on voit qu'il y a un nombre hyper important de hashtags qui ont été mis. Je vais y revenir juste après sur les hashtags. C'est peu utilisé sur Facebook. Voilà. Ce n'est pas vraiment l'usage. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est les mots-clés importants, on va dire, dans ces hashtags, c'est de les réintégrer dans votre texte. Voilà. Bonne semaine à tous. Depuis les chambres d'hôtes de telle structure, n'hésitez pas à faire remonter ces mots-clés dans des vraies phrases, quoi. En tout cas. Et là, on voit ici la possibilité d'une île est à apte. Donc là, en l'occurrence, il y a bien la localisation qui a été notée. J'arrive au bout sur Facebook. Je vous écoute. Il y a une première question sur le format de photo. Ah, de photo. Alors, je ne le connais pas par cœur. Je vais demander à Google. Format photo. Post Facebook. 1080 par 1080 pixels. Peut-être qu'on pourra l'ajouter dans le livret. On pourra. Ça évolue, hein. Voilà. Oui, il est possible de programmer des posts. Je vois une question en plus qui arrive. J'y viens à la fin. Là-dessus, je vous montrerai comment on fait. Est-il possible de programmer des posts? Oui. Alors, les publications Instagram sont automatiquement publiées sur Facebook. Donc, mes publications sont les mêmes pour 2 réseaux. Oui, effectivement, Sarah. Vous avez la possibilité de le décocher, ça, dans Instagram. Mais si vous le décochez, il faut imaginer 2 publications différentes. Mais ça, je vais y revenir aussi quand je vais vous montrer comment programmer les choses. Et conseillez-vous d'avoir... Excusez-moi, du coup, je suis Sarah, c'était moi la question sur les 2 liens. Du coup, vous conseillez de les séparer ou de les laisser liés et du coup de publier sur un seul des 2 réseaux? Je conseille de ne pas faire la même chose sur les 2, pour respecter déjà les formats visuels propres à chacun des réseaux et partir du principe que si quelqu'un vous suit sur Facebook et sur Instagram, il faut qu'il ait un intérêt à le faire. Donc, il faut qu'on voit des trucs différents. Merci beaucoup. Après, il y a des petites feintes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les mêmes posts, vous verrez dans les outils de programmation, et décaler les choses. En tout cas, je poste le lundi tel truc sur Facebook et je le posterai sur Instagram quelques jours plus tard. Merci. Et est-ce que je conseille d'avoir un compte et une page ou juste une page? Alors, techniquement, on ne peut pas avoir qu'une page.
Voilà, on a forcément besoin d'avoir un profil qui est lié, mais on n'est pas du tout obligé de l'alimenter, ce profil. Je crois que j'ai fait le tour. C'est tout bon, il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Alors, on continue avec Instagram. Donc Instagram, réseau sur lequel il y a un petit peu moins de monde. En février 2025, un petit peu plus de femmes, 54%. Et on a une audience qui est majoritairement sous les 35 ans. C'est une plateforme visuelle, en tout cas, où on va principalement voir de l'image, de la photo, de la vidéo qui apparaît quasiment sur les 2/3 de notre écran aujourd'hui, sur le téléphone. C'est hyper utilisé dans le tourisme, hein, notamment avec voilà, de la jolie photo ou des zooms sur des produits, des savoir-faire ou autres, du paysage et de l'expérience locale. Il y a un comportement des millénials sur Instagram qui est très orienté découverte quand même. C'est une source d'information. Ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que certains, enfin moi la première, on peut vite passer des heures à scroller, faire défiler les choses sur les réseaux. Et donc, on est dans une démarche, finalement, alors consciente ou pas, hein, de découverte, voilà, pour certains. Et donc, c'est là où il faut que nos contenus fassent mouche. Alors, comment se présente la plateforme Instagram? Quand vous vous connectez, vous arrivez sur ce qu'on appelle un fil d'actualité, voilà, qui ressemble à ce qu'on a sur Facebook, où en haut, là, on va avoir les stories. Donc, je vais revenir après sur la définition des stories, mais toutes ces petites vignettes rondes, en tout cas, vous allez pouvoir les faire défiler indéfiniment. Et donc, vous avez les stories ici qui vont apparaître. Là, on voit une publication, donc publication qui a été faite par le Parc du Verdon, avec une photo, et on voit en dessous qu'il y a des petits points là. Vous voyez, il y a un petit point bleu et d'autres. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un carrousel. Un carrousel, il y a plusieurs photos, ou une photo, une vidéo, les unes à la suite des autres, qu'on va être amené à faire défiler. Intérêt du carrousel, le clic. Voilà. Faut donner envie d'aller voir la suite. Et donc, chaque clic, chaque photo qui est défilée, pareil, nous fait grimper notre note sur la plateforme. Ici, vous allez avoir le nombre de j'aime avec le cœur. La petite bulle, ce sont les commentaires. Les deux flèches, comme ça, c'est ce qu'on appelle les repartages. Donc ça peut être hyper intéressant quand on n'a pas beaucoup de contenu à produire, quand on n'a pas le temps ou autre, c'est d'aller repartager ce que les autres ont fait. Il y a encore quelques mois, ça n'existait pas sur Instagram. Voilà. On ne pouvait pas republier ce qu'avaient fait les autres. C'est désormais disponible. Et ce petit... Alors moi, je vois un avion en papier. Donc là, c'est comment je partage cette publication dans mes stories ou auprès d'un contact privé. Et enfin, là, il y a le Graal pour tout communicant, ce petit fanion-là, c'est l'enregistrement. Vous avez la possibilité sur Instagram d'enregistrer des publications de façon à les retrouver. Et donc ça, c'est ce qui est le mieux noté par la plateforme. Quand votre post a été enregistré, ça veut dire qu'il y a un fort intérêt, qu'on va vouloir y revenir. Ici, vous allez rentrer sur votre profil dans l'image de droite. Donc, vous cliquez en fait sur votre petit logo là. Alors, chez nous, c'est un petit P. Vous allez retrouver le nombre de publications que vous avez déjà faites, combien de gens vous suivent et combien vous suivez de personnes. Ici, on va pouvoir aussi retrouver pas mal d'infos et notamment des liens, des URL. Donc là, je vous invite à renseigner correctement les choses avec un site internet si vous en avez un. Et vous pouvez lier Facebook aussi à cet endroit-là. Le tableau de bord, ce sont vos statistiques. Et on va retrouver ensuite ce qu'on appelle les stories à la une. Donc, j'ai juste un doute, pardon. Les stories, c'est des contenus au format verticaux, donc au format de votre écran, qui sont éphémères. Le principe, c'est qu'au bout de 24 heures, on ne peut plus voir votre story. Sauf si vous décidez de la ranger, justement, dans une de ces petites cases-là, qu'on appelle les stories à la une. Donc là, moi, je vous conseille de mettre peut-être des infos pratiques, une présentation de services, de produits ou autres, des choses pérennes, en tout cas, qu'on va pouvoir retrouver et qui vont alimenter votre profil. Et ensuite, on retrouve nos posts. Donc, vous voyez que là, sur ceci, il y a des petites épingles ou des petites punaises. Ça veut dire que ces 3 publications restent toujours en haut de mon profil. Ce sont celles qu'on verra en premier. Et là, j'ai un tri avec toutes mes publications. Là où j'ai un petit play, ce sont les vidéos, les réels.
Et ici, le petit Gus, là, c'est celle sur laquelle moi j'ai été identifiée. Enfin, mon profil a été identifié. Il n'est pas impossible, je sais pas, imaginons que vous avez un hôtel, vous avez des clients qui viennent, qui font des photos de leurs vacances, qui vous identifient, et donc vous allez pouvoir, si vous avez été identifié, retrouver ces photos ici. On retrouve aussi, j'en ai pas parlé là, sur le petit cœur là-haut, mais ça, on le retrouve sur tous les réseaux sociaux, les notifications. Donc c'est là où on va voir qui a parlé de nous et quelles sont les dernières actualités. Les hashtags. Donc, je vous parlais tout à l'heure des hashtags. C'est ni plus ni moins des mots-clés, alors qui commencent par dièse, voilà, et qui vont permettre de référencer sur la plateforme ce que vous racontez. Imaginons que je passe une photo là tout de suite de mon écran, donc je vous vois vous, je vois mon support. Je pourrais faire un post avec un hashtag webinaire réseaux sociaux, un hashtag le nom de mon entreprise, un hashtag PNR Sud. Donc ce sont les mots-clés qui vont nous permettre de retomber sur notre post. Gros intérêt, le hashtag géolocalisant. Vous êtes à apt. Chaque fois que vous faites un post sur Instagram, utilisez le hashtag apt. Ce qui fait que quand les utilisateurs sont dans le coin, déjà, ils vont voir vos posts en suggestion plus facilement. Et on a la possibilité de faire des recherches aussi via les hashtags ou les mots-clés aujourd'hui. Et vous allez ressortir au milieu de ces posts. Là, j'ai fait le test à l'écran, c'est hashtag PNR. Donc là, j'ai toutes les photos qui ont été postées avec ce hashtag qui remonte. Il va sans dire que plus vous utilisez un hashtag large, hashtag love, hashtag France, Paris ou autre, moins vous avez de chances de ressortir. Parce que c'est hyper utilisé. Donc la probabilité qu'il y ait votre post au milieu, elle est hyper faible. Voilà. Mieux vaut choisir des choses plutôt pertinentes et en lien avec votre activité. J'ai mis le hashtag de marque, ça peut être le nom de votre structure. Et qu'est-ce qui catégorise, voilà, votre post? Qu'est-ce qui le définit? Et j'ai mis le hashtag humour, qui n'a absolument aucune valeur technique, voilà, soyons, qui ne va pas permettre d'être mieux référencé, mais fut un temps où une petite mode des hashtags rigolos. C'est plus une question d'image, ça ne sert à rien d'autre qu'à faire rigoler. Je vous invite vraiment sur Instagram à utiliser et à activer le réseau, encore plus que sur Facebook. Il y a voilà, des contenus voilà, qui sont notamment parfois proposés par le réseau sur l'engagement Valeur Parc ou autre, où vous allez pouvoir aller solliciter peut-être des relais, mais pour faire savoir que vous avez parlé d'un parc ou autre, il faut l'identifier. Ouais. Sinon, il y a peu de chances qu'il tombe sur votre publication. Donc, n'hésitez pas à taguer. Taguer, c'est utiliser arrobase et le nom du parc, ou enfin, du parc, d'un partenaire ou autre. Identifier ou inviter à collaborer. Comme sur Facebook, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5 annonceurs. Imaginons, allez, je reprends l'exemple Saint-Valentin. Vous faites un partenariat en local. Il y a, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Un hôtel qui devient partenaire avec un restaurateur qui propose aussi à quelqu'un qui organise une balade en calèche et un fleuriste et ce que je pourrais dire d'autre, un bijoutier. Je pars dans tous les sens. Vous faites une proposition Saint-Valentin. Vous allez pouvoir communiquer les 5 en même temps sur un même contenu. L'intérêt, c'est que chacun des 5 membres va bénéficier du réseau des autres. Voilà, des fans des autres. Donc, vous allez mutualiser les choses et vous utilisez des fonctionnalités offertes par Instagram. Donc, vous êtes un bon élève. Donc, Instagram vous met un peu plus en avant. Disons que la démarche partenariale qu'on peut avoir dans la vraie vie, le réseau essaye voilà, le calquer sur la plateforme. Ça va? Autre info importante, quand vous faites des stories, on retrouve ce principe d'identification. Donc, c'est des outils qui doivent être utilisés également en story, en tout cas. Des idées de contenu. Alors,
évidemment de la présentation de ce que vous faites, des belles photos, mais c'est un réseau sur lequel l'humain est plutôt valorisé aussi. Donc, encore une fois, il y a des IA qui scannent et qui disent est-ce qu'il y a la tête de quelqu'un ou pas sur cette photo. Donc ça peut être des équipes, des clients, des partenaires ou autres, voilà, tout ce qui peut être portrait, des services. Les gens sont plutôt friands quand même de ce qu'on ne voit pas lorsqu'on vient, le off, la réunion, le rendez-vous à droite à gauche, donc ça peut être une idée aussi. Et là, pour vous donner une idée du taux d'engagement, de nouveau, donc Facebook, on était à 0,07, là on est à 0,6, 0,7, donc c'est un petit peu mieux, mais ça veut encore dire que sur 100 personnes, il n'y en a pas une qui va cliquer. Voilà. Donc on est de nouveau dans cette logique de recherche de l'engagement. Et on va retrouver ici, voilà, des listes de hashtags. Alors ça fait des mois qu'Instagram communique sur la fin des hashtags. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on voit qu'il y a de plus en plus de hashtags qui sont transformés en mots-clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus le dièse devant le mot. C'est tout. Voilà, qu'il reste juste le mot catégorisé. Et là, on retrouve, alors c'est minuscule, hein, mais on voit que sous mon post, on a le apt. La story. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une story? Là, je reviens, ça marche pour Facebook et Instagram, mais on va retrouver le même outil. C'est un format vertical, une image ou une vidéo, visible pendant une période limitée. Donc, le principe, c'est que c'est éphémère, contrairement à un post classique sur les réseaux sociaux qu'on va pouvoir retrouver n'importe quand sur votre profil. Donc, je vous disais, pour garder cette story visible pendant plus de 24 heures, on peut l'archiver, en tout cas sur Instagram, dans nos stories à la une. Et quelle différence il y a entre une story et un réel? Parce qu'on entend parler des deux, c'est simplement la durée de vie. Voilà. La story, c'est éphémère, on part de ce principe-là. Ça peut être une vidéo, ça peut être une photo, ça peut être un dessin. En fait, le contenu n'est pas important. Et le réel, c'est ni plus ni moins aujourd'hui qu'un format pareil, vertical, donc la taille de votre écran, hein, en gros. Ça peut être de la photo, ça peut être une succession de photos, ça peut être de la vidéo, ça peut être une image fixe. C'est vraiment le lieu de la publication, finalement. Et donc, le réel, contrairement à la story, vous pouvez le retrouver n'importe quand sur un profil. Ce qui peut nous permettre de créer du contenu facilement, c'est de repartager ce qu'ont fait les autres. Et notamment, sur Instagram, on a la possibilité, je vous disais, de repartager avec ce petit truc-là, mais vous pouvez aussi partager des infos en story. Donc, il suffit de trouver une publication pertinente par rapport à votre activité, et en cliquant sur ce petit avion, vous allez avoir ce deuxième écran qui apparaît et qui vous permet de partager en story la publication de quelqu'un, ajouter à la story. Et ici, à droite, vous allez pouvoir ajouter des choses. De la musique, une autre photo, identifier quelqu'un, de façon à augmenter la visibilité de ce contenu. Et on vous propose aussi souvent de partager également cette story sur Facebook. Donc, un petit tuto sur comment créer une story quand on arrive dans ce menu-là. Là, quand vous êtes sur Instagram, vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus sur votre avatar, et là, il va aller fouiller dans votre téléphone. Donc là, moi, j'avais plein de captures d'écran, parce que quand j'étais en train de monter le support, donc vous allez pouvoir choisir parmi les photos que vous avez dans votre téléphone ou les vidéos, ou bien en créer une en direct. Hein. Et ensuite arrive cet écran où sur les petites lettres, là, vous allez pouvoir ajouter du texte. En dessous, vous avez un petit gulus qui sourit. Là, ça va vous permettre d'ajouter ce qu'on appelle les stickers, les boutons d'appel à l'action. Je passe sur l'écran de droite. Là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un petit truc qui permet de poser une question. Quel cadeau Peugeot voulez-vous sous le sapin ou autre? Vous allez pouvoir paramétrer des questions et recevoir des réponses ou créer des sondages. Ici, là, j'en ai un. J'ai deux petites flèches. Selon si on clique sur la flèche du haut ou la flèche du bas, je vais avoir un petit sondage qui va s'organiser. Donc, ça permet
en fait de jouer un petit peu avec son audience aussi et puis de créer de l'interaction, encore une fois. Qui dit réponse à la story dit interaction, et ainsi de suite. Voilà pour Instagram. Je vous écoute s'il y a des questions. Il y a une question, de toute façon, je crois que tu les vois dans le chat, mais pour activer un réseau dans le pays, donc j'imagine pour toucher une clientèle d'un autre pays. C'est pas facile. Moi, je dirais déjà, bon, l'utilisation des hashtags qui localisent dans un autre pays, mais il va falloir aller chercher des réseaux de partenaires là-bas, aller interagir avec des comptes ou des profils aussi pour se rendre visible auprès d'une communauté qui pourrait être un petit peu plus loin. Sans publicité, c'est délicat. Alors, la question de la modération, je vous disais, voilà, une fois qu'on a publié des choses sur les réseaux sociaux, super, mais ensuite, ça génère des interactions, des questions, des sollicitations. Le principe, bon, là, j'enfonce des portes ouvertes. Ne pas mentir, être sympa, être professionnel, courtois, limiter les fautes d'orthographe. On est vraiment sur des choses assez basiques. Mais vraiment, j'ai envie de dire, s'il y a un des curseurs qui est important, c'est la rapidité de votre réponse. C'est terrible, mais on est vraiment sur de l'instantanéité sur les réseaux sociaux. Et parfois, l'absence de réponse peut avoir un effet un petit peu boule de neige. Donc, on estime qu'il faut aller répondre dans les 24-48 heures maximum sur les réseaux sociaux quand il y a une sollicitation. Sachez qu'il existe des outils, je vous montrerai après, qui permettent de générer des réponses automatiques, notamment quand on nous envoie un message privé. Peut-être qu'on est vous êtes souvent sollicité sur les mêmes questions, horaires d'ouverture, tarifs, etc., des infos qui existent sur un site internet. Il est par exemple possible de paramétrer une réponse automatique qui renvoie vers un site internet pour aller chercher des infos. Alors, je vais maintenant répondre à la question de la programmation. Il existe un outil donc, qui permet de relier Facebook et Instagram. Voilà, ça s'appelle la Meta Business Suite. Cet outil n'est utilisable que si vous avez une page Facebook et pas un profil. Il faut être en version professionnelle. Cette Meta Business Suite, vous pouvez y accéder depuis l'ordinateur sur Facebook. Quand vous êtes sur votre page, donc la page de la structure, dans la colonne de gauche, ici, vous avez un petit onglet qui s'appelle Meta Business Suite. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous amène, alors là, c'est un bout de l'écran, et sur quelque chose qui ressemble à ça. Ou, si vous avez du bol et que vous avez déjà tout bien configuré, vous avez déjà Facebook et Instagram qui sont liés. Si ce n'est pas le cas, là, vous allez avoir lié ou connecté le profil Instagram à côté. Et là, il y a une petite manip à faire où il va vous demander de remettre un identifiant et un mot de passe. Ici, vous allez pouvoir créer des publications ou publier sur Facebook et ou sur Instagram uniquement depuis l'ordinateur. Vous n'avez plus besoin de passer par le téléphone, ce qui peut être peut-être parfois plus simple. Donc, en cliquant sur « Créer une publication », ça va ouvrir un menu qui ressemble à ça et qui va vous proposer de publier dans Facebook et ou Instagram. Vous allez pouvoir sélectionner l'un, l'autre ou les deux. Ici, vous allez pouvoir créer votre publication, mettre une photo, une vidéo, plusieurs photos, mettre votre texte, ici. Là, vous avez une petite coche qui vous propose de personnaliser la publication pour Facebook et Instagram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être les tags, les identifiants ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, moi, je crois que sur Instagram, ça doit être @WUTBF, le nom de l'entreprise, et sur Facebook, c'est peut-être @We used to be friends. Donc, je vais pouvoir personnaliser, en gros, les éléments en fonction de Facebook et Instagram. De la même manière, je vous disais, on n'utilise pas vraiment de hashtag sur Facebook. Donc, je vais pouvoir avoir un même texte, sans hashtag pour Facebook, mais avec pour Instagram. Donc là, je peux personnaliser les deux. Et en dessous, j'ai un outil qui s'appelle « Outils de programmation ». Donc, au début, ça doit être juste programmer la date et l'heure. Et quand on clique dessus, ça nous sort ce petit menu qui nous permet de programmer les posts. Voilà.
Donc là, je peux dire, par exemple, ce post, il va être le 26 janvier à 12h05 sur Facebook et je peux dire qu'il serait le 29 janvier à 14h04 sur Instagram. Je vais pouvoir dissocier les heures de publication. Vous pouvez programmer jusqu'à J+29. Vous pouvez avoir jusqu'à un mois d'avance maximum. Voilà. Mais ce qui peut permettre de délester un peu de la charge mentale professionnelle et de temps en temps se dire, je sais pas, je m'y mets 1 heure, je programme 3 posts, 4 posts, et je n'y touche plus. Ça sera publié automatiquement ensuite, à l'heure dite. Vous pouvez évidemment revenir dessus et modifier ce que vous avez déjà publié, parce que vous avez déjà programmé, l'annuler complètement, le déplacer. Et cet outil, je vous disais, vous permet de programmer les choses, mais vous permet aussi de... j'ai perdu le fil, pardon, de programmer les choses, ou de publier en direct. Voilà. Vous pouvez aussi publier en direct. Pour vous donner une idée, nous, on n'utilise plus du tout le téléphone pour gérer les réseaux sociaux, parce qu'on utilise des réseaux type Canva ou autres pour fabriquer les images, ou ça télécharge sur l'ordinateur et ainsi de suite. Donc, tout est centralisé sur l'ordi depuis Facebook, ce qui limite vraiment le nombre d'outils. Ah là, booster le réel, c'est ma slide d'après. Hop, je vois la question qui arrive. Donc, cet outil, la Meta Business Suite, bon, je pourrais vous en parler pendant 8 heures tellement il y a d'options disponibles dessus. Le principal avantage, c'est ça, c'est la programmation et c'est d'avoir une vision d'ensemble sur les 2 réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Là-dedans, dans la colonne de gauche, bon là, vous avez les notifications. Vous avez un petit truc message, ici, qui vous permet en fait de répondre ou de voir tous les messages de Facebook et Instagram au même endroit. Vous allez pouvoir répondre aux commentaires aussi. Tout est centralisé. J'entends parler un petit peu. Et vous avez de nouveau des statistiques et pas mal d'infos sur ce qui ont été fait. Et vous avez une vision calendaire aussi. Voilà, si jamais vous voulez voir ce que vous avez programmé dans le mois pour bouger des choses. Ici, là, vous allez avoir un aperçu de votre publication et vous pouvez voir quelle tête ça a dans Facebook ou dans Instagram. Et ou dans Instagram, donc ce qui donne un aperçu aussi. Voilà pour cette Meta Business Suite. Je regarde. Hop. On accède à Meta Business Suite. Alors, depuis l'ordinateur, oui, que depuis Facebook. Ou alors, une fois que c'est créé, et vous pouvez garder l'URL Meta Business Suite et puis aller directement dessus. Mais il existe quand même une application sur le téléphone qui est téléchargeable, mais vous avez vachement moins d'options disponibles. Et donc la publicité, ça va répondre à la question du boost. Donc là, tout ce que je viens de vous présenter, ce sont des outils gratuits. Voilà. Alors on y passe beaucoup de temps, mais on ne nous demande pas de sous. Voilà. Contrairement à la publicité et au boost. Voilà. Quand vous gérez les réseaux sociaux, à mon avis, vous avez des appels, des warnings de tous les côtés où on vous incite tout le temps à cliquer là pour 2 € par jour parce que c'est super et que ça va révolutionner tout. C'est la publicité. Et l'appel numéro 1 à faire de la publicité, c'est effectivement ce qu'on appelle le boost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous postez un truc sur un réseau social, vous n'êtes pas maître ou maîtresse de qui va le voir. Voilà. On va pouvoir jouer un petit peu en fonction des hashtags, je vous l'ai dit, de la localisation, etc. Mais vous ne savez pas exactement chez qui ça va être montré. Le principe du boost, c'est l'inverse. C'est de dire, j'ai posté un truc, mais maintenant, je voudrais qu'il n'y ait que, je dis n'importe quoi, les femmes de 34 ans qui habitent à Apt qui le voient, ou surtout les femmes de 34 ans qui habitent à Apt qui le voient. Et en plus, je vais pouvoir dire qu'ils mangent bio et qui font du cheval. Voilà. Ça n'a aucun sens comme ciblage, mais peu importe. Voilà. Donc, vous allez pouvoir jouer sur différents critères pour rendre visible votre publication, moyennant finance, auprès de ces gens. Donc, on va avoir boosté le réel. Donc, ça veut simplement dire là, que vous allez partir d'un format, d'un réel que vous avez publié et augmenter sa visibilité auprès d'une cible, mais vous pouvez le faire avec un post ou autre. L'exemple là que j'ai mis,
c'est un post, le post de présentation des webinaires. En dessous, j'avais boosté la publication. Je vais retrouver pareil sur Instagram. Et si je clique dessus, ça m'ouvre cette petite fenêtre. Point de vigilance, faites attention à l'objectif que vous allez sélectionner. De base, Meta vous propose un objectif automatique, c'est un attrape-niveau. C'est-à-dire que vous allez mettre des sous, mais vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Vous pouvez, en cliquant sur modifier, choisir en gros ce que vous allez chercher à faire à votre audience. Et il va récupérer votre publication. Il va vous faire une estimation du nombre de vues ou d'interactions. Et vous allez pouvoir jongler par jour minimum. Alors, des fois, c'est 1,80, des fois, c'est 2,30, mais bon. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire pour 2 € une publicité qui dure 1 jour. Et vous allez aussi avoir la main sur ce fameux ciblage, où vous allez pouvoir, avec un curseur ou un code postal ou un nom de ville, cibler des zones spécifiques, des tranches d'âge, les hommes, les femmes, et ajouter des centres d'intérêt. Donc, ce qui nécessite de connaître un petit peu sa cible, mais bon, souvent, ça, on sait à qui on s'adresse, et d'ajouter des critères de ciblage. En moyenne, on estime qu'une publicité, il ne faut pas qu'elle soit mise en avant plus que 8 à 10 jours pour éviter d'user, en gros, la cible. Et soyez vigilants. Souvent, on a envie de se dire, je veux toucher un maximum de monde parce que ce que je fais, c'est super et je veux plein de clients. Mieux vaut avoir un ciblage précis quand même et réaliste, parce que le budget que vous allez consacrer à votre publicité va vous permettre de toucher une plus ou moins grosse partie de votre cible. Imaginons, là, je reprends ma cible, les femmes de 30 ans aptes, voilà, et mon budget, il va permettre, 2 €, ça va me permettre de toucher ça, et plus je mets de sous, plus ça va me permettre de toucher une grosse partie de ces gens. Voilà. Meta vous dira jamais, attention, tu nous donnes trop d'argent. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, votre publicité va être montrée souvent, voire beaucoup, voire trop, à votre cible. Ça, en fait, vous vous en rendez compte quand vous bougez en dessous. C'est dommage, je n'ai pas mis la capture d'écran, mais vous avez un petit curseur avec les sous, le budget que vous allez mettre, et vous vous rendez compte qu'en bougeant le curseur, à un moment, le nombre de vues à droite ne bouge plus vraiment. Alors attention, c'est de l'estimatif. Hein. Vous voyez, je crois que la fourchette, elle va du simple au triple. Mais il y a un moment, quand on a des cibles qui sont plutôt restreintes, on voit que ça n'évolue plus. C'est clairement, pour vous dire, nous, l'outil le plus efficace. Donc, le rapport budget investi résultat, c'est via la publicité. Voilà. Parce qu'on a aussi des possibilités de calculer le retour sur investissement d'une publicité, etc. On a accès à un niveau de statistique qui est plutôt hyper chouette quand même dessus, mais ça nécessite du budget. – 14h18, j'arrive au bout de ma présentation, qui j'espère n'était pas trop dense. En tout cas, j'écoute vos questions et on est dans les temps. C'est super. C'est parfait. Merci, Juliette. Alors, effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou également lever la main si vous souhaitez poser votre question à l'oral. L'idée, c'est aussi que vous puissiez poser vos questions sur vos pratiques et vos outils si vous en avez. Donc, je vois que Sarah a levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Donc, je gère une maison d'hôtes, pardon. Et donc, si je fais une publication, par exemple, sur Instagram où je mets en avant la piscine que je viens de construire et que je décide de la booster, vous avez parlé de publicité, mais donc là, je vais mettre en avant quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ça que je devrais booster pour que les gens aillent sur mon site internet pour réserver? Alors, par exemple, oui, c'est une bonne entrée. Mettre en avant la piscine, et vous allez pouvoir, en fait, dans les objectifs, choisir, il doit y avoir un truc qui s'appelle trafic vers le site internet. Et là, vous allez pouvoir mettre l'URL exacte de votre site internet. Et seuls les gens que vous aurez ciblés verront, surtout les gens que vous aurez ciblés verront votre publication. Donc oui, c'est un produit d'appel, quoi, finalement. Super, merci.
Existe-t-il des téléphones plus adaptés que d'autres pour utiliser le plus simplement et le mieux les réseaux? Je ne crois pas. Désolée. Non, c'est vraiment, pour le coup, le téléphone, il faut le voir comme le point d'entrée. Alors, il y a des téléphones qui font des photos plus ou moins qualitatives par rapport à d'autres. Ça évolue tellement que je ne saurais même pas vous dire. Et puis après, il y a les pros Apple, les pros Samsung, etc. Il y a vraiment, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, je dirais, c'est la qualité de l'image en fait, que vous allez publier. Après, le fait de publier depuis un Android ou un Google Phone ou que sais-je, c'est vraiment du pareil au même. Oui. Alors, j'ai un profil pro sur Facebook. Comment le transformer en page? Est-ce que quand vous êtes sur le profil pro, vous avez la même interface que ce que je montrais à l'écran tout à l'heure? Alors, c'était le camping Le Vallon qui posait la question. Je ne sais pas si la personne encore Oui, là. bonjour, c'est moi. Non, j'ai pas la même, mais par contre, il me propose quand même un tableau de bord professionnel, etc. Mais j'ai pas pour programmer, pour tout ça. J'ai l'impression que je suis limitée, malgré le fait que je peux voir les statistiques, combien j'ai touché, etc. de personnes. Alors, profil pro. Et en haut à droite, l'avatar qu'il y a, c'est celui du profil ou c'est celui de l'entreprise? C'est celui de l'entreprise. Alors, normalement, ça doit être bon. Un profil pro à une page. Sélectionner professionnel, suivant, créer une page. Donc, il n'y a pas du tout de page qui existe là, c'est ça? Non, en fait, il y en avait une, mais on s'est fait pirater. Du coup, on l'a fait supprimer. Et on avait ce profil, en fait, où les gens sont amis. Du coup, ils suivent pas, ils sont amis. Donc, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est comme un profil personnel, sauf qu'il a le nom de l'entreprise, quoi. C'est ça? C'est ça. Ok. Ça, c'est super en com, mais c'est hyper touchy parce que du jour au lendemain, Facebook peut le bloquer. D'accord. Donc, le top, c'est de créer une page. Mais le gros avantage, c'est que vu que vous avez déjà un profil avec des amis, on va dire, je dis qualifiés, c'est terrible comme mot, mais Oui, j'ai compris. vous allez pouvoir inviter ces amis à suivre la page. Donc pour ça, c'est ce qu'il y avait au début, là. Où est-ce que j'avais mis ça? Tout en haut, Instagram. Où est-ce que j'ai fait ça? Voilà, tout en haut. Donc là, vous, ça doit être, je sais pas, le logo du camping ou autre. C'est ça. Et donc sur la petite, sur les 9 petits points là, vous allez avoir créé une page. Oui. Et là, vous allez pouvoir la configurer. Alors c'est plutôt hyper facilitant. Hein. C'est même un peu ludique la façon de remplir les choses. Et vous allez pouvoir ensuite, une fois que la page est créée, inviter les amis à suivre la page. Voilà. D'accord. J'accepte. Ça, c'est Oui. la seule difficulté. Voilà. Okay. Il y a d'autres sujets, peut-être que d'autres questions, interrogations. Pas d'autres questions dans le chat. Je n'ai pas d'autres questions. C'est bon, un coup. En tout cas, s'il y a peut-être une chose à retenir, c'est quand même un petit peu ce qu'on appelle le bon sens paysan hein, sur les réseaux sociaux. C'est malgré tout de se fixer des objectifs, je dirais, de publication qui soient atteignables et qui soient réalistes. Pour beaucoup, on n'a pas vocation à devenir une star des réseaux sociaux. L'idée, c'est plutôt de réussir à rester dans la régularité, en tout cas, et de tenir quelque chose qui nous ressemble. Voilà. Ça marchera toujours mieux que se fixer des objectifs de dingue en termes de production de contenu. Là, il y a une question. Avec des clients institutionnels, est-il préférable d'utiliser Facebook, Insta ou LinkedIn? Alors, ça dépend du domaine d'activité des institutionnels. Je dirais ça dépend de la tranche d'âge des institutionnels et ça dépend aussi de ce que vous faites. Donc,
Je ne donne pas de réponse. Il m'en faut plus. Souvent, souvent, ce qui se passe quand même, et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir comment fonctionnent vos concurrents ou partenaires. Voilà. C'est de se poser la question, ou des structures peut-être plus grosses ou plus staffées parfois, voilà, quels réseaux sont investis, sur quoi ils communiquent, comment, et de se poser voilà, aussi la question du ma cible, mes clients, en fait, c'est qui et quel réseau ils utilisent, quoi. Voilà. Sur quelle plateforme on va les retrouver. Alexandra, alors pour le coup, Gwenaëlle va nous envoyer, vous envoyer ensuite un petit livret tuto qui récapitule un petit peu tous les points, qu'on aura abordés aujourd'hui. Et également le lien vers le replay, effectivement. Oui. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer. Pas d'autres questions. Quelque chose à ajouter, Juliette? Merci. Bon. Je ne vous ai pas perdu dans les méandres d'Internet. Voilà. On espère. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très clair, très limpide. Donc, comme on l'a dit, on vous enverra les éléments d'ici la fin de semaine avec un petit questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à le remplir pour que on puisse évoluer et puis s'améliorer pour les prochains webinaires. Comme vous le savez, il nous reste encore le cycle de webinaire est continu avec les prochaines dates que j'ai présentées tout à l'heure. Et on organise également un nouveau cycle de webinaire. Donc là, ce sera sur une autre thématique. Donc, ce sera toujours les pauses déj des parcs, mais sur les éco-solutions. Donc, ce sera pas Parlons Com, mais Parlons éco-solutions, sur les bonnes pratiques pour booster sa transition. Donc là, l'objectif, ce sera de promouvoir des solutions inspirantes et des retours d'expérience de super-héros de l'écotourisme, comme on les appelle, donc de professionnels de l'écotourisme qui ont mis en place ces solutions innovantes, donc qui seront invités dans le cadre de ces webinaires. Donc, ce sera 1 heure, un webinaire par semaine de 13h à 14h, de mi-mai à mi-juin, voilà, sur 4 thématiques. Les dates sont encore sont en cours, on est en train de fixer les dates, voilà, donc on vous les confirmera très bientôt et avec des inscriptions qui auront lieu à partir de mi-avril. Voilà, donc on vous enverra une newsletter et puis on communiquera comme il faut sur nos réseaux grâce aux bons conseils de Juliette. Voilà, et bien écoutez, merci à tous pour votre présence et un grand merci encore à Juliette pour l'animation de ce webinaire. Et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.